Voilà, j'arrête le partage. Bonjour Daniel. Bonjour. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Je te présente. Tu compléteras si tu veux. Et puis la parole sera à toi, l'espace sera à toi. Merci d'ouvrir cette journée après Patrick. Alors, je dis ce que j'ai retenu de toi. Tu es un chercheur transdisciplinaire, un incroyable érudit. Ta tête, c'est une bibliothèque multilien. Tu te définis toi-même comme un explorateur du réel. Tu dis, et peut-être que tu nous l'expliqueras, tu es un polymathe. Tu développes une approche transversale et intégrative de la connaissance à la rencontre des sciences dures et des sciences sociales, des traditions anciennes et de la modernité, de la philosophie et du symbolisme. En fait, tu es au croisement de tout cela. On se demande que voilà, tu es au croisement et tout ça est lié. Tu es aussi musicothérapeute et journaliste. Il se trouve que tu es journaliste polyglotte. Tu es engagé depuis plus de 20 ans dans une démarche spirituelle. Il ne pourrait être autrement puisque cette observation extérieure que tu fais du monde est directement liée à un travail intérieur. Et tu es également conférencier et auteur tu as publié plusieurs ouvrages dont Émergence qui se scinde en 3 tomes. On pourra en reparler tout à l'heure à la fin de ton intervention. Tu as accepté d'ouvrir ces rencontres sur les nouveaux mondes en évoquant le fait que tout est vivant dans la matière. Il n'y a rien d'inerte, tout est vivant, tout est vibrant. Et donc, tu vas nous parler du monde vibrant, tu vas nous parler de la conscience et surtout du monde imaginal. C'est quoi, Daniel, le monde imaginal? C'était bien ma présentation. Tu veux mieux faire, comme tu le sais. Alors, voilà, parfait. Ici, voilà. Je te laisse et puis après, voilà, il y aura des questions-réponses. Merci Daniel. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Impeccable. Je parle assez fort. Oui. Super. Donc, c'est une très belle présentation. Merci encore. Et je suis là pour vous parler de la conscience et du monde imaginal. La grande question, c'est qu'est-ce que le monde imaginal? Nous l'avons entendu vibrer grâce au grand poète qui était avant moi. Nous l'avons entendu à l'intérieur de nous, pas qu'à travers nos oreilles. Le monde imaginal surplombe notre matière, dense et opaque. Le monde imaginal façonne toutes les réalités, visibles et invisibles. Si vous voulez, le monde imaginal, c'est la résidence du sacré. Ce n'est pas un concept en vérité, le sacré. Le sacré, c'est une condition de la conscience. Donc, il faut rentrer en interaction avec le monde imaginal, la résidence du sacré. Et dans le monde imaginal réside également le monde mythologique, le langage symbolique, la poésie, c'est-à-dire le langage analogique, c'est-à-dire les choses qui se ressemblent s'assemblent et les choses qui ne se ressemblent pas sont dissociées. C'est un monde de magie. Parler de cette manière-là du monde imaginal semble fantaisiste, imaginaire. Pas du tout. Imaginaire et imaginal sont 2 choses différentes. Imaginaire, c'est une rêvasserie personnelle. Imaginal, c'est un monde qui existe réellement. Donc, comment peut-on rentrer en interaction avec ce monde-là, avec notre faculté imaginative? Il y a en nous l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes composés de ces 3 choses-là, et ce qu'il y a, c'est que l'esprit, pour dialoguer avec le corps, a besoin de passer dans le monde de l'âme, ou la psyché si vous voulez. Et le corps, et tout ce qu'il contient, c'est-à-dire les désirs, les émotions, les pensées aussi, passe à travers le monde de l'âme pour dialoguer à travers et avec l'esprit humain. Donc, l'imaginal se situe au plan intermédiaire, traduction de la psyché. Notre psyché, notre âme, est en interaction avec le monde imaginal. Et des fois, notre psyché est soumise à la matière, au corps, et le flux énergétique de ce corps transite dans le monde imaginal, dans notre faculté imaginative, et nous restons en boucle, enfermés
parce que nous n'avons pas le moyen de sortir de la matière. Par contre, lorsque notre esprit entre en interaction avec le monde imaginal et laisse passer le flux de notre esprit qui dépasse le monde de la matière, notre esprit connecté avec le monde archétypal, eh bien ce flux-là est lumineux. Il n'est pas sombre comme le monde de la matière. Et ce flux lumineux passe dans le monde imaginal à travers notre faculté imaginative et un dialogue s'installe, mythique, symbolique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans ce monde-là, se rencontrent la terre et le ciel, le corps et l'esprit. C'est un monde de dialogue et de communication où transitent les ténèbres et la lumière. Et dans ce monde-là est exprimé tout le rapport mythologique à notre propre existence. Lorsque nous regardons ce monde, nous percevons notre propre existence en totalité. Et ce monde-là interconnecte tous les êtres vivants sur cette terre et au-delà. En réalité, le monde imaginal connecte les plans les plus subtils aux plans les plus denses, connecte ce qui existe au fin fond de la galaxie à la petite herbe qui était mise en dialogue avec le poète. Et donc, comme c'est un lieu de translation, de dialogue et de communication, nous pouvons voir ce que nous sommes réellement. Nous pouvons soit accepter ce que nous sommes, soit nier ce que nous sommes. Et c'est ainsi que la quête du héros s'installe dans le monde imaginal. Nous nous embarquons dans une aventure mythique qui nous est personnelle, à laquelle répond Carl Gustav Jung d'ailleurs, dans le processus d'individuation. Tout se joue dans le monde imaginal. Et ce qui se passe, c'est lorsque notre faculté imaginative est prisonnière de la matière. Nous rêvassons et nous projetons dans ce monde-là tout ce que nous sommes, tout ce qui nous constitue, mais nous restons bloqués. Et nous tournons en rond. Parce que nous n'avons pas de possibilité de se rénover, de se régénérer. Dès lors que notre esprit commence à s'ouvrir au monde imaginal et à ce qui le dépasse, le flux commence à descendre, lumineux, et commence à éclairer notre propre existence. Et ce qui se passe, toute créativité humaine, toute innovation, qu'elle soit scientifique, artistique, toute intuition, inspiration, illumination provient du monde imaginal, provient du plan archétypal. Et nous pouvons intercepter ces lumières-là afin de régénérer la matière, nous-mêmes en premier, nous sommes de la matière, et par effet d'onde, nous pouvons transcender et sublimer tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc, pour ce faire, il faut ouvrir son espace intérieur afin que notre faculté imaginative ne soit plus passive, nous fonctionnons en boucle, et nous projetons dans ce monde-là uniquement notre propre réalité, par un travail intérieur, une catharsis, une cathartique, un déploiement de sa conscience vers d'autres réalités, nous permettra d'atteindre quelque chose qui nous dépasse, inspiration, illumination, créativité, innovation. Ça vient pas de nous, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs, c'est une ouverture de sa conscience. Et à partir de là, nous passons de l'imagination passive à l'imagination active, puisque nous ne sommes plus soumis aux aléas de la vie et de la matière, mais nous commençons à devenir maîtres de nous-mêmes, de nos énergies, de nos forces et de nos puissances, et nous commençons à nous transfigurer, à nous transcender, à nous sublimer. Et ceci à chaque moment et à chaque instant. Ce n'est pas situé dans un temps ni dans un espace, puisque nous rentrons en contact avec un temps circulaire. Et ce temps circulaire est atemporel et aspatial. Il est situé au plan archétypal, il se déploie et il devient circulaire. C'est ainsi que le temps mythique est circulaire.
C'est ainsi que le langage symbolique est circulaire, et c'est ainsi que ce langage-là est éternel, immortel, et existera à jamais, même si les hommes disparaissent. Donc, le but, c'est de se sublimer. Le but, c'est d'entrer en contact avec des réalités qui nous dépassent. Et dans ce monde imaginal, existe aussi, disons les choses simplement, des lumières vivantes. Certaines personnes vont les appeler des entités, peu importe le nom qu'on leur donnera, mais ces lumières vivantes sont conscientes et elles viennent non pas du plan de la matière, mais d'ailleurs, d'un plan archétypal. Donc il y a quelque chose de sacré, quelque chose de mythique, et il va falloir reprendre contact avec ce monde-là. Vous voyez? Donc ce monde relie le ciel et la terre, mais aussi tous les hommes et toutes les créatures vivantes et non vivantes. Et ce monde pulse la matière. Ce monde rythme la matière. Ce monde crée un battement dans la matière. Et c'est ce monde-là qui crée toute la réalité tangible que nous voyons. Donc l'herbe, les oiseaux, les plantes, le vent, peu importe l'élément que nous rencontrons, chaque élément est en contact avec ce monde imaginaire. Et nous pouvons dialoguer dans ce monde-là réellement avec les forces invisibles de chaque élément de la matière. Alors les peuples premiers ne dénomment pas ce monde-là monde imaginal, mundus imaginalis. C'est le terme proposé par le philosophe Henri Corbes. Nos ancêtres le connaissaient à travers différents termes. En Australie, on va l'appeler le Dream Time. Le Dream Time, c'est les anglo-saxons. Lorsqu'ils ont observé d'une manière anthropologique le mode de fonctionnement culturel des aborigènes, ils ont découvert qu'il y avait un monde que l'Occident ne connaissait pas. Les Anglais, les anglo-saxons l'ont appelé le Dream Time, le temps des rêves, le temps du rêve. En langage aborigène, il y a plusieurs langues, il y en a plus de 300, ça s'appelle Chukurpa ou Alcheringa, plusieurs termes. Chukurpa, Alcheringa, c'est la dimension onirique. La dimension onirique, nous pouvons interagir avec cette dimension dans nos rêves, mais aussi lorsque nous sommes éveillés. En fin de compte, Chukurpa, Alcheringa, la dimension onirique et le monde des rêves sont interreliés avec la dimension imaginale. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que par une modification de sa conscience, par la transe, par la musique, par la poésie, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de changer de modalité de conscience, eh bien, nous entrons en contact avec la dimension onirique qui se réactive. Elle est inhibée au quotidien et en fin de compte, nous commençons à pénétrer dans notre propre intériorité. Et cette intériorité, c'est une dimension imaginaire. Voici l'interaction. La dimension onirique existe réellement. Ce n'est pas un rêve, ni une rêvasserie, mais c'est quelque chose d'autre. C'est une réalité. Et maintenant, pour terminer, ce qu'on appelle l'amour, avec un grand A. L'amour avec un grand A n'est pas humain. L'amour avec un grand A est divin. Et cet amour, pour le comprendre et le connaître et le vivre, il faut rentrer dans la dimension imaginale. Parce que dans cette dimension-là, nous pouvons côtoyer l'amour cosmique, l'amour qui dépasse tout ce que nous connaissons. C'est l'amour qui nous apporte de la joie, et pas de la joie avec un petit J, mais la joie avec un grand J. Quelle est cette joie? C'est la joie à chaque instant et à chaque moment de savoir que nous sommes en relation avec la totalité de l'univers. Et cette joie qui nous remplit, ce n'est pas une joie humaine, c'est une joie divine. Alors, dans les illustrations, dans les peintures, dans les contes, les mythes, les légendes, dans les statuaires, on représente cette joie par un sourire magnifique. Bouddha en fait partie. Le sourire de Bouddha, c'est de cette joie-là, c'est de cet amour-là. Et cet amour s'accompagne d'une lumière avec un grand L. Et cette lumière, c'est la lumière de la conscience. C'est une lumière qui a pleinement conscience d'elle-même.
alors que nous n'avons conscience de nous-mêmes que partiellement. Et grâce à cet amour, ça nous ouvre à cette conscience de nous-mêmes, une lumière qui nous éclaire à nous-mêmes. Et l'amour s'accompagne d'autres choses également. Donc il y a l'amour, la lumière, la joie, et il y a le déploiement de soi-même. Vous voyez? Et c'est de la connaissance, ce qu'on appelle de la gnose à l'Antiquité. Et cette connaissance avec un grand C, elle n'est pas d'origine humaine, elle est atemporelle et aspatiale. Elle est là de toute éternité, elle est là pour chacun. Et il suffit de récolter les fleurs dans le monde imaginal pour ouvrir sa conscience. Voici ma grande présentation du monde imaginal. J'espère vous avoir embarqué dans d'autres contrées, mais également bien présent sur cette terre. Et maintenant, Laurence. Merci. Merci Daniel. Je suis perdue, attends, je reviens. Parce qu'en fait, je me disais, waouh, mais en fait, Daniel est un autre conteur avec d'autres mots. Et je me disais, mais quel est le lien entre l'imaginaire du poète qui nous amène sur les vibrations de la liberté et de la résistance, et toi qui, par l'intellect, parce que tout ce que tu nous as dit repose sur un corpus intellectuel et de connaissances énormes, tu nous amènes aussi dans cet espace de l'imaginaire et du rêve. Et donc, je suis un peu perdue, alors je vais me retrouver. Il y aurait plein de questions. Une question, quel est le lien entre ce que tu viens de nous dire, tu nous as expliqué, là, moi je retiens ça, tu nous as expliqué ça, et tout d'un coup j'ai grandi. Quel est le lien entre ça que tu nous as raconté et les nouveaux mondes qui sont le thème d'aujourd'hui? On n'a pas préparé les réponses, hein, je vous préviens. Je vais sortir mes fiches, attends. Je sais que tu as réponse à tout. Le lien étant que ce qu'on appelle l'ancrage communément, c'est revenir à l'instant présent. Et d'ailleurs, l'instant présent, il faudrait y réfléchir. Pourquoi on parle d'instant? Pourquoi on parle de présent? Le présent, c'est un instant. Et là, il faudrait dire une prise de conscience de soi immédiate pour saisir qu'en réalité, tout ce qui nous entoure est de nature symbolique et de nature imaginale, et nous pensons qu'il n'y a que la matière qui existe. Donc, ma réponse serait que, à partir du moment que l'on observe la nature comme étant reliée au monde imaginal, à la dimension onirique, nous changeons de perspective entre ce qu'est la matière et ce qu'est, par essence, la matière en spiritualité ou dans une expérience de conscience. À partir de là, le nouveau monde qui se présente, c'est une régénération d'une pensée ancienne. Nos ancêtres ont vécu ça, on a été coupés de ça, et il va falloir retrouver ça. C'est ça. Le nouveau monde est déjà là. Il a été perdu. Mais est-ce que tu crois qu'on est à une transition? Est-ce que tu crois qu'on est en train de passer d'un monde à un autre? Ou on se raconte une histoire quand on dit... Moi, je le crois un peu. Je pense que dans la salle, plusieurs personnes le croient. C'est vrai ou on est en train juste de se raconter une histoire? Non, on ne se raconte pas des histoires. C'est tout à fait vrai. Et ce qui se passe sur la Terre, on le voit quotidiennement en ce moment. Ce qui se joue, c'est une réalité métahistorique. Attention, un grand mot. Métahistorique veut dire simplement mythologique. Nous pensons que nous sommes dans un flux historique et que les forces antagonistes sont en train de lutter les unes contre les autres, qu'elles soient politiques, économiques, religieuses, même le climat, la relation avec la nature, ce qu'est l'homme dans son essence. Eh bien, tout ceci n'est qu'une présentification, ou plutôt une manifestation de ce qui se joue dans le monde imaginal. Dans le monde imaginal, il y a une guerre. Et cette guerre, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à dire le nom, cette guerre, elle est de nature mythologique. Qu'est-ce que cette guerre? C'est le flux de la matière qui désire prendre le dessus par rapport au flux archétypal qui est lumineux. Et cette guerre mythologique est imagée par des contes, des mythes et des légendes, et la quête du héros, en fin de compte, elle est tous les jours. Et cette quête du héros, où
cette transfiguration de soi, ou comme dirait Carl Gustav Jung, cette découverte de son authenticité qu'on appelle le soi, ne se situe pas ailleurs. Ça se situe à chaque instant, à chaque moment, parce qu'elle prend différents visages. Donc nous pensons que nous avons affaire à un problème politique, à un problème économique, à un problème religieux ou spirituel ou de conscience. Pas du tout. Ça dépasse tout ça. Ça vient d'ailleurs, ça vient du monde imaginal, et nous faisons partie de ce monde-là, mais lorsqu'on ouvre nos yeux, nous prenons conscience que ça se joue ailleurs, et que ça se densifie dans le plan de la matière. Et c'est ça la vision qu'apporte le monde imaginal, parce que le monde imaginal, c'est pas abstrait, c'est très concret. Et à partir de là, nous découvrons que, eh bien, oui, on est en conflit, on est en transition. L'ancien monde désire s'accaparer tous les pouvoirs. Le nouveau monde espère apporter de la lumière. Et on essaye d'apporter de la lumière autant que faire se peut. Si le monde imaginal, avant de passer aux questions, et Marie nous dira, si le monde imaginal, je le ramène à mes références, et peut-être je vais dire une énorme bêtise, mais est-ce que je peux dire que ça a à voir avec le monde éthérique ou le monde akashique, ce sont un vocabulaire que l'on connaît davantage, ou un monde énergétique? Est-ce que ça a à voir avec ça? Et ça, c'est ma première question. Et la deuxième, concrètement, nous, citoyens, on fait quoi? Parce que nous, on pense que il y a une réalité économique, il y a une réalité politique, il y a une réalité financière, et donc nous sommes agissants sur ces plans-là. Quelle est ta proposition, l'invitation que tu peux nous faire pour être en permanence connecté à ce plus grand que nous? Voilà, donc qu'est-ce que ça a à voir avec ces mondes? Je reprends des mots connus, et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un autre langage pour parler de la même chose. Donc, tout à l'heure, on parlait de monde imaginal. J'ai invité les aborigènes avec nous pour nous parler de Chukurpa, Alchavinga, Dreamtime, c'est un autre langage. Le monde éthérique ou akashique est un autre langage pour parler de la même chose. La dimension imaginale est de nature éthérique. Notre âme est de nature éthérique. Donc, l'éther module la matière. Et l'éther est comme une toile d'araignée, c'est-à-dire qu'elle interconnecte toute chose avec toute chose. Et cet éther, il suffit de toucher légèrement pour qu'elle résonne avec notre état d'être. Donc, on ne peut rien cacher dans le monde éthérique, puisqu'elle se dévoile, et elle dévoile, et elle nous dévoile. Donc, c'est ainsi que lorsque nous rêvons, nous nous dévoilons à nous-mêmes. Et lorsque nous pénétrons dans le monde imaginal, nous nous voyons nous-mêmes et nous voyons réellement ce qui se joue sur le plan de la matière. Et également, chaque être humain a son vrai visage dans le monde imaginaire ou dans le monde éthérique. Ça, c'est pour la première partie. Donc, par rapport à ce que tu dis, si on agit en pensant dans le monde économique que nous sommes en contact uniquement avec de la matière qu'on appelle l'argent, qu'on appelle la finance, qui structure toute la réalité d'aujourd'hui, parce que c'est ça qui conditionne nos réalités aujourd'hui, en vérité, c'est un langage symbolique qui se cache derrière. L'argent ou la finance, c'est un symbole, par essence. Mais nous avons perdu la codification de ce langage-là. Donc, dès que nous remettons le symbole derrière notre interaction du quotidien, il va falloir s'observer soi-même. Est-ce que nous interagissons uniquement dans la matière et donc nous avons perdu contact avec le monde imaginal, avec le symbole, le mythe qui se joue en face de moi, ou bien je suis en contact avec ce qui se passe en étant pleinement présent dans le monde de la matière, tout en gardant contact avec la dimension invisible. Et je comprends que je suis relié aux deux, et en fin de compte, je n'agis pas uniquement là, j'agis également dans la dimension invisible. Donc, c'est les deux qu'il faut mettre en contact. C'est ça la difficulté. Si nous agissons dans la finance que pour la finance, on n'est pas différent des gens matérialistes. Et également pour la politique, l'économie ou les idéaux, comme la philosophie ou les problèmes religieux également. Dès que nous remettons une dimension symbolique à tout ça,
nous perdons jamais, jamais, jamais la matière en vue, en vérité. Parce que le symbole, c'est ce qui relie, je ne veux pas vous apprendre ça, le symbole, c'est ce qui relie deux choses. La matière et le spirituel ne sont pas opposés. En vérité, dans le monde imaginal, la matière se sublime dans le monde imaginal et l'esprit se sublime également dans le monde imaginal. C'est un lieu de translation des mondes. Et il n'y a pas d'opposition. L'esprit se dévoile à travers le corps se dévoile à travers l'esprit. Tout contact avec la matière est un processus de transformation au quotidien. Et pour ce faire, il faut vraiment comprendre les symboles qui se présentent devant nous. Donc, quand on lutte concrètement aussi par rapport au changement climatique, au bouleversement et à la disparition des animaux, peut-être la 6e extinction de masse des animaux, il y a un ordre mythologique à l'intérieur. Il y a un ordre symbolique également, pas que matériel. Et l'enjeu est beaucoup plus grand que la matière. Beaucoup plus grand lorsqu'on appose le symbole dessus. Je pense que le bagage intellectuel est important parce que les traditions nous ont enseigné la structure du monde imaginal, les chemins à prendre et à ne pas prendre, et à travers les contes, les mythes et les légendes, mais aussi à travers la philosophie, à travers ceux qui ont voyagé dans ce monde-là et qui ont laissé des écrits. Donc, lire ces ouvrages nous permet de baliser notre boussole, de savoir où on doit aller. C'est déjà un indicateur important. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'observation de soi-même, ça c'est la deuxième phase, l'observation de soi-même est importante. On ne doit pas être, je dirais, extasié par rapport à tout ce qui se passe, mais on doit plus être dans l'observation tout en étant dans l'action. C'est un paradoxe. On doit agir sans agir. Ça, c'est difficile. On ne connaît pas du tout. On doit agir ou ne pas agir. Mais c'est un tiers inclus. C'est-à-dire, on doit agir sans que nous soyons dans l'action. Et pour ce faire, il faut observer ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et agir. Et on est dans l'action sans l'être. Par conséquent, les choses ne nous atteignent plus. Ça nous traverse. On n'est plus affecté par ce qui se passe. Et l'agir dans le non-agir est extrêmement important dans le monde imaginal et ça a des effets immédiats dans le quotidien. On n'est plus touché, blessé, on n'est plus en souffrance, on n'est plus agrippé à ce qui se passe à tel point qu'on est agglutiné aux événements, on met une distance. Et cette distance, c'est ce qu'on va appeler justement en spiritualité le détachement. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Donc, le bagage intellectuel, le savoir, le travail sur soi avec le détachement, le paradoxe agir sans agir, et aussi, ce qu'il faut dire, c'est, elle a tout à fait raison, tout n'est pas rose dans le monde imaginal, puisque le monde de la matière interagit. Et les choses, les désirs, les pensées, les ondes néfastes, qu'on appelle aussi les égrégores, les mauvaises tournures de l'énergie, sont prégnantes dans le monde imaginal. Alors là, ce qui se passe, c'est vraiment délicat. C'est lorsqu'on s'embarque dans cette aventure, la peur, l'angoisse, la traîtrise, l'hypocrisie viennent à nous et on désire faire ça parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. Et aussi, les forces viennent pour s'accaparer de notre propre mental, pour agir à travers nous. Donc, on pense qu'on est seul, mais on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et ce qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre choix. À partir de là, je résume, parce que ça pourrait être beaucoup plus long. Mais la troisième, les prières, les invocations, les rituels, c'est-à-dire quelque chose de l'aide pour que cette aide qui vient d'ailleurs puisse descendre vers nous et nous aider pour traverser ce monde ténébreux. Et c'est la traversée de notre propre enfer. Et cette traversée de notre propre enfer, on ne peut pas y arriver par soi-même. Dans les mythes, on nous parle souvent d'une épée qui vient d'ailleurs, la Dame du Lac qui apporte Excalibur à Arthur, ou Sigmund, par exemple, avec les Nibelungen. C'est une autre épée qui vient d'ailleurs, qui a été forgée par les dieux, par Thor. C'est-à-dire, c'est des symboles, ça, qui nous indiquent qu'on ne peut pas traverser ce chemin tout seul.
il faut appeler de l'aide aux instances supérieures. Donc ça, c'est la troisième chose. Donc je le répète, un bagage intellectuel, Discernement. le discernement, voilà, le détachement dans chaque instant, à chaque moment, c'est à travailler. C'est difficile de travailler le détachement. Et la dernière, prière, invocation et rituel, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de rentrer en contact avec les forces supérieures pour nous aider au quotidien. Et c'est eux qui nous éclairent et qui nous donnent la force de traverser. Et c'est ainsi que nous pouvons sublimer nos peurs, nos craintes, ne pas être sous le joug d'une entité maléfique. Tu n'as pas intégré notre lumière intérieure? On n'en a pas? Ah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Oui, oui, on peut l'intégrer dans cette aventure-là. La lumière intérieure est à nous. Disons que c'est la pleine conscience intérieure, cette lumière intérieure. Et cette pleine conscience voit tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui lui échappe. Et dès qu'on l'actionne en lui demandant de l'aide, elle descend vers nous à travers différentes manifestations. Des objets, des idées, de la créativité, des idées rénovantes. Par exemple, nous sommes prisonniers de notre mode de fonctionnement et nous n'arrivons pas à avoir des idées nouvelles. Nous ne trouvons pas le chemin pour sortir de notre quotidien en disant « mais j'ai pas de réponse à ma problématique ». Je tape à la porte de tout le monde, de toutes les voies spirituelles. Je n'arrive pas à avoir cette réponse-là. Eh bien, l'une des portes, prière, invocation, rituel, cette lumière intérieure ou ces entités suprasensibles nous écoutent à chaque instant. Et il suffit de taper à leur porte pour que la réponse vienne dans nos rêves, par synchronicité, extérieurement, en état de veille, par un symbole qui se présente ou une discussion au détour d'un café. Et la personne nous parle et il y a la réponse dans sa bouche. On se dit, ah, je vois. C'est prêter à l'écoute à tout ça, nous permet de nous éveiller à nous-mêmes. Voilà. Merci Daniel. Alors Marie, est-ce qu'il y a des questions à distance et puis on prendra peut-être des réactions dans la salle? Il y en a une qui est liée certainement, Daniel, à la partie de ton exposé sur la matière et notamment l'argent et la finance. Ouais. Un monde sans argent est-il possible? Les monnaies libres, les biens les plus précieux se multiplient et se partagent. À apprendre dès la maternelle, ok avec cela. Un monde sans argent enfin, les hommes ont commencé à troquer avant d'inventer l'argent, la monnaie. C'est très récent, la monnaie, du point de vue historique. Hein. Mais le troc, ça date de Mathusalem, ça date depuis les premiers hommes. Chaque tribu troquait avec une autre. Mais c'est un moyen d'échanger. L'argent, c'est de l'énergie. Donc, il faut trouver un support qui remplace l'argent, parce que c'est de l'énergie, mais cette énergie a besoin d'un support matériel, que ce soit le troc ou l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui. De toute manière, cette énergie est d'ordre psychique et spirituel. Donc, la spiritualité et le psychisme a besoin de transiter à travers la matière pour échanger des choses à dimension égale, c'est-à-dire égale valeur. Donc, dès qu'on arrive, et si on arrive à saisir qu'on ne peut pas se passer de ça. Par contre, on peut transformer le moyen et la technique. À partir de là, tout est possible. Je laisse le champ ouvert à ce qui peut remplacer le monde de la finance. Mais il faut saisir que l'échange énergétique s'exprime à travers ce symbole-là. C'est pour ça que les gens s'accaparent l'argent, parce que derrière, ce qui se cache, c'est une force psychique et une force spirituelle, qui est de nature symbolique au départ. Mais on a perdu tout ça. C'est la matière qui compte. Mais lorsqu'on déchire un billet, la personne qui nous regarde, c'est pas le billet qui voit, c'est le symbole. C'est à quoi cela lui renvoie, lui. Une énergie psychique qu'il a dépensée pour obtenir ça. On ne peut pas se passer de ça. Il y a une transposition, une projection de nos forces intérieures dans cette matière. Qu'elle soit troc, cette matière, ou que ça soit d'ordre financier comme on le connaît. Mais il faut le remplacer par autre chose, sans nier que cette énergie a besoin d'un support. Vous voyez ce que j'essaye de dire? Hein, ça, c'est la première partie. Et ensuite, je pense qu'au point de vue de l'éducation, on dirait plutôt instruction, point de vue scolaire. Il faut tout réviser. Rien ne va. Ça va très très mal. Il faut revoir tout. Il faut tout revoir, la méthode, le moyen, l'emplacement, notre relation au monde, notre relation avec les autres, tout revoir.
C'est pas que l'argent qu'il faut revoir. C'est pas également et ça commence avec les notes, cette problématique-là. C'est-à-dire que lorsque on nous donne des notes, on nous institue et on nous engramme dans notre tête la valeur. Quelle est notre valeur par rapport aux autres et nos relations au quotidien. Et ensuite, on transpose. Ça, c'est notre ignorance pure. Comme quoi que l'école nous apprend à être ignorant et à être conditionné. Donc là, c'est un changement de paradigme qu'il va falloir opérer. Et c'est très important parce que ça, c'est l'avenir, justement. Quel est le problème encore? C'est lorsqu'on a le professeur devant nous. Le professeur, on s'en rend pas compte, mais c'est l'autorité. Et lui va devenir celui qui porte le vrai. Et c'est lui qui va dire qui a tort, qui a raison. Et donc, l'enfant, avec ses petites notes, qui est là, eh bien, il va vouloir répondre d'une manière conforme à ce qui est attendu. Parce que l'autorité lui parle. C'est un conditionnement. Et nous répétons le conditionnement à l'adolescence et au travail et jusqu'à notre mort. Nous sommes conditionnés à obéir à l'autorité. Et nous sommes conditionnés à trouver la vérité auprès de celui qui la détient extérieurement d'une manière politique, économique, religieuse, spirituelle ou autre. C'est ainsi que nous cherchons toujours à l'extérieur celui qui nous dira « c'est bien, tu as réussi ». Mais en réalité, la vérité se trouve en nous, l'autorité se trouve en nous, l'énergie se trouve en nous, et nous transposons ça extérieurement au quotidien. Et la première des choses à faire, c'est une très bonne question, parce que ça intègre beaucoup de choses, c'est faut réviser complètement l'éducation nationale. Ça va pas du tout. Mais là, c'est un très grand pouvoir et enjeu. Comment peut-on faire? Comment peut-on faire? Voilà. Merci. Merci. Une ou deux réactions, questions, et avant de passer à la conclusion. Bien sûr, bien sûr. Oui, en parlant fort, ça devrait être bon. Oui, Daniel, pour se connecter à ce monde imaginal, est-ce qu'il est possible d'utiliser des plantes maîtresses pour être Oui, aidé? tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait, ça en fait partie. D'ailleurs, ce qu'on appelle les plantes antéogènes ou psychotropes, psychédéliques, peu importe les termes qu'on utilisera, sont des désinhibiteurs. C'est-à-dire, ça désinhibe la dimension imaginale. Et nous rentrons dans la même dimension. Encore un autre terme, encore un autre mot. Et je pourrais ajouter face à ça tout un rapport avec notre dimension intérieure onirique, où on a l'impression que c'est un rêve. Donc, ce n'est pas un rêve, c'est une dimension imaginale. Mais nous restons à la surface de la dimension imaginale parce que nous faisons que projeter nos problématiques. Mais dès qu'on arrive à les transcender, à les sublimer, quelque chose se transforme en même temps. C'est synchronique. Et ce qu'on pense qu'il y a à l'intérieur de nous ne l'est pas. C'est un état de conscience modifié. Le rêve, c'est un état de conscience modifié. Et les plantes antéogéniques ou psychotropiques, psychédéliques, désinhibent la dimension imaginaire, désinhibent la dimension onirique et la réactivent. Donc, on peut le faire à travers les psychotropes, la méditation, la transe, plusieurs moyens pour entrer en contact avec cette dimension. Tout à fait. C'est le même monde. Mais comme nous vivons dans un monde fragmenté, chacun l'observe à travers sa lucarne, et donc chacun donne un nom différent à cette même réalité. J'ai répondu à la question? Oui. La meilleure des choses à faire, c'est de travailler en collectivité et travailler en interaction avec toutes les communautés qui pensent de la même manière. Et c'est pas uniformiste. On peut avoir plusieurs idées pour apporter et lutter contre cette mondialisation, globalisation qui va nous emporter. Voilà, c'est très grave ce qui est en train d'arriver. Voilà. Il faut travailler de manière collective. Et la conscience collective, c'est bien ce que tu dis, ça va rebondir sur ça. La conscience collective est un état de conscience onirique, imaginable. La dimension individuelle, conscience individuelle, c'est une dimension de matière. C'est autrement dit, dès qu'on travaille en collectivité, on est en contact avec la dimension onirique, parce que nous travaillons pour interagir sur différents aspects de la problématique humaine, des problématiques humaines. Donc la conscience collective est importante. Elle est à travailler en nous, parce que nous ne sommes jamais seuls, mais également lorsqu'on travaille en communauté en groupe. Et là, la totalité, ce qu'on appelle le tout, n'est pas la résultante des parties. Le tout
dépasse les partis. Il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Et on va le laisser apparaître. Voilà. Aujourd'hui notamment. Merci Daniel. Merci à vous. Merci. On pourrait t'écouter longtemps encore, mais on va Arrêtez. arrêter avant ça quand même. J'avais demandé aux intervenants d'apporter leur livre. Est-ce que tu as apporté ton livre Émergence? Et voilà. Voilà. Alors, on ne peut même pas le montrer. Non. Émergence se scinde dans 3 tomes. Le premier tome, Présence, conscience et nature du réel. Le deuxième, Les 3 mondes et le cycle universel. Et le troisième, La puissance du monde imaginal. Et chaque tome est presque 3 tomes. Non, j'exagère. Mais en densité, quelque part, oui. C'est transdisciplinaire. Voilà, transdisciplinaire. Et ça aborde les mathématiques, la philosophie, les finances, la symbolique. Et c'est en ce sens-là que tu es polymathe. Voilà, polymathe. Polymathe qui veut dire… Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, j'ai compris que polymathe, plusieurs matières, et qui relie les matières sans en exclure aucune, mais qui garde la puissance des interactions, des interfaces entre les matières et les disciplines. C'est ça? Et on peut te retrouver sur le site Orphelia, O-R-P-H et il n'y a pas d'accent sur L-Y-A.com, sans l'accent, www.orphelia.com, on tape Daniel Chouchi. Tu proposes différentes activités qui ont à voir avec l'idée de comprendre le monde par la transdisciplinarité et comprendre l'unité de la connaissance. Tu es aussi, Daniel, un habitué de cette salle, l'Agora, qui, outre de nous accueillir aujourd'hui, un téléphone sonne, outre de nous accueillir aujourd'hui, propose toute l'année différentes conférences de penseurs, praticiens, chercheurs qui se situent comme toi, différemment de toi, à la frontière du monde visible et du monde invisible pour nous amener ailleurs, là où se construisent les nouveaux mondes, dans le monde imaginal. Et là, tu vas avoir une deuxième salve d'applaudissements. C'est bon, ouais, tu peux venir. Marie, une réaction du chat de nos amis? Alors, il y a beaucoup de gratitude pour Daniel. On a un merci pour cette réponse qui est très importante, car de plus en plus dense que la porte de sortie est par là. Cela permet d'expliquer d'une manière simple. On a également, alors je reviens ici. Je reprends depuis le début pour pas faire de chouchou. Vas-y. Merci Daniel, l'ancien que je suis, boit du petit lait, jubile et est en plein accord avec les propos donc les tiens. Et on a aussi merci infiniment, beau témoignage qui montre que le principe de la correspondance imprègne de plus en plus notre conscience subjective. Le symbole reprend sa place. Le symbole reprend sa place. Et on a une dernière. Vas-y. Jean Guiton disait que la matière est éternelle, que l'esprit est universel, que l'âme est individuelle. Est-elle la seule concernée par ce que nous appelons la mort? C'est encore une question, mais malheureusement… Alors peut-être pour les 3e rencontres, les 4e, pas aujourd'hui.